Bonjour, bienvenue à C'est notre histoire. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Benoît Chartier qui va nous entretenir sur l'histoire des journaux à Saint-Hyacinthe et particulièrement sur le Courrier de Saint-Hyacinthe détenu par sa famille depuis plus de 80 ans. Comme tu reçois Benoît Chartier un petit peu plus tard, on va parler des journaux à Saint-Hyacinthe au 19e siècle. La presse imprimée, dans le fond, ça arrive avec la conquête. C'est les Britanniques qui importent ça. En plus de la presse britannique, ils ont importé quelque chose, c'est le journal d'opinion. Donc, les journaux commencent sous le régime, ici au Québec et au Bas-Canada, commencent sous le régime britannique. Je te dirais que c'est d'abord avant tout des journaux d'opinion. C'est pas de l'information comme telle sur les faits divers ou qu'est-ce qui s'est passé. C'est plus un journal d'opinion. Tu sais qu'à l'époque, il y a les rouges et les bleus. Là, c'est bien campé. Les rouges étant en faveur des libertés individuelles, des libertés face à l'État, face à la religion. Et les bleus, ben dans le fond, c'est des cléricaux. C'est des gens, des ultramontains qu'on dit, des gens qui vont être, qui vont croire que la doctrine de l'Église puis les enseignements du pape, ben c'est ça qui prime avant tout. C'est la vérité. Donc, quand le Courrier de Saint-Hyacinthe est fondé en 1853, ces deux courants de pensée-là ont cours à Saint-Hyacinthe. Alors, c'est un Pierre-Joseph Guité qui fonde le Courrier, un libéral, avec un autre, un monsieur de Grandpré, je crois, 1853. En 1860, il va vendre le journal Le Courrier à des conservateurs. Donc là, à partir de ce moment-là, le journal Le Courrier va être beaucoup plus conservateur et un petit peu en opposition, parce que vu qu'il y a des conservateurs, ça prend de l'autre côté du balancier. Il va avoir Guité qui va, en vendant ses actions dans Le Courrier, va fonder le journal de Saint-Hyacinthe. Le journal de Saint-Hyacinthe, ça va être en 1861 jusqu'en 1868. Dans le fond, ce journal-là est libéral, un journal rouge, mais on reproduit beaucoup la polémique entre Louis-Antoine Dessolles puis Joseph Sabin-Raymond, notre évêque. Notre évêque, qui ont du nouveau diocèse. Du nouveau diocèse. Donc, à cette époque-là, ce journal-là va publier beaucoup la polémique, tout ça, toujours en se disant que, en appuyant le côté de Louis-Antoine Dessolles, évidemment. Par la suite, il va y avoir la Gazette de Saint-Hyacinthe. C'est un journal encore à tendance libérale et il existe de 1868 à 1871. En 1871, il est vendu à un monsieur Langelier. Mais le monsieur Langelier, il achète le journal, mais il doit acheter aussi l'idéologie politique en arrière du journal. Lui, ça fait plus ou moins son affaire, fait que c'est pas trop long qu'il va fermer le journal, mais il continue, mais il change de nom pour La Nation. OK, mais lui, dans le fond, il a acheté les presses. Ben, il dit qu'il c'est ça. Dans le fond, c'est ça, parce qu'il change le nom. Donc, La Nation va être publiée pendant 3 ans. En 1873, quand il ferme, il y a Francis Morrison, qui était maire de Saint-Hyacinthe en 80 et 82, je pense. Lui, il dit, ben là, encore là, les conservateurs ont un journal. À Saint-Hyacinthe, il ne se passe rien. Donc, il va fonder le journal L'Union. Le journal L'Union qui va être très libéral, qui va être vendu à Tédé Bouchard en 1903. Sûrement, Benoît va te parler tantôt de Tédé Bouchard, mais Tédé Bouchard, en 1903, achète le journal, travaille, puis tu sais, dans le fond, il s'investit beaucoup. Puis à la fin de 1912, il va changer le nom parce que il est tanné d'être taxé d'anticlérical, que son journal L'Union soit taxé d'anticlérical. Donc, il va amener un nouveau nom à partir du première publication de 1912 en janvier, qui va s'appeler Le Clairon. Entre ça, il y a un journal qui s'appelle La Tribune de Saint-Hyacinthe, qui a été fondé par un colonel Alphonse Denis, qui va être publié de 1888 à 1922 environ. Mais savais-tu que dans tout ça, André, ce qui est intéressant, c'est qu'un des propriétaires du Courrier, qui s'appelle Camille Lucier, qui a été propriétaire pendant un bon nombre d'années, ben lui, il a publié un journal qui s'appelait Le Journal de l'Agriculture. Donc, il publiait le Courrier, mais il y avait son journal L'Agriculture qui ça a été publié, dans le fond, entre 1869 et 1873. Et il publiait ça, dans le fond, pour informer les agriculteurs des nouveautés puis de tout ça, pour les éduquer, mais aussi pour que les citadins soient plus au fait de c'est quoi le métier d'agriculteur, tout ça. Fait que ce qui est
Un beau parallèle, c'est que les dirigeants du courrier, Denis Chartier, à l'époque, en 1975, a créé un outil semblable qui s'appelle Gestion et technologie agricole, qui est toujours inclus dans le courrier. Toutes les 4 semaines, à peu près. À peu près. Bah, peut-être un peu plus, mais c'est le même principe qu'on répète, qui provient du 19e siècle, et qu'aujourd'hui, ben, c'est une tradition qui perdure avec le courrier. Ben, merci, Paul. Puis, on va aller voir notre ami Benoît Chartier. Il y a sûrement des belles choses à nous raconter. Oui, sûrement. Fait que tu le salueras de ma part. Oui, avec plaisir. Le courrier est fondé en 1853 par Guité et De Grandpré, deux entrepreneurs de Saint-Hyacinthe à l'époque. Et la première édition a lieu au mois de février 1853. Et durant près de 100 ans, le courrier est édité d'une manière hebdomadaire, toujours. Même quelquefois, dans certaines décennies, il est publié 3 fois semaine. Et il change de main fréquemment. Il ne faudrait pas faire toute la nomenclature des propriétaires, là, parce que ça serait long. Mais on peut quand même dire que début des années 20, au milieu des années 20, c'est par plusieurs conséquences, c'est l'évêché qui tombe propriétaire du courrier de Saint-Hyacinthe. Il faut le reconnaître, le courrier de Saint-Hyacinthe à l'époque était un journal conservateur. A déjà été un journal plus libéral à la fin du 18e siècle, mais arrive à un moment donné où le journal redevient plus conservateur et c'est l'évêché qui en tombe propriétaire et qui l'édite peut-être pendant une quinzaine d'années. Et c'est en 1935 que mon grand-père, Ernest G. Chartier, prend une participation dans le courrier de Saint-Hyacinthe en achetant quelques actions. Et de 35 à, je pourrais dire, 1944, mon grand-père prend 100% la propriété du journal. Ton grand-père, lui, il a travaillé en permanence? Est-ce qu'il Non, moi, mon grand-père, c'était pas... non, moi, mon grand-père avait un commerce de charbon, d'huile et de bois ici à Saint-Hyacinthe. C'est ce qu'on retrouvait le long de la voie ferrée. Exactement, exactement. C'était son commerce qui était son commerce principal, sa business principale. Mais rendu à un certain moment donné, en 1932, l'Union nationale fait son congrès de création à Sherbrooke. Et mon grand-père adhère tout de suite aux idées de l'Union nationale. Et en 32, dès 32, donc, à l'époque, mon grand-père a déjà des visées politiques pour représenter l'Union nationale dans le comté de Saint-Hyacinthe. À cette époque, le compétiteur du courrier, il était le Clairon de Saint-Hyacinthe. Il était déjà devenu le Clairon. Oui, qui a été fondé en 1914. Entre autres par un des membres fondateurs était Tédé Bouchard, l'illustre Tédé Bouchard de Saint-Hyacinthe. Tédé Bouchard, lui, était d'allégeance libérale rouge. On voit les courants politiques qui sont là. Exactement. Les gens libéraux, les gens conservateurs. Exactement. Et le courrier... Ça se reflète même au niveau religieux. Oui. Les gens ultramontains. Exactement. Les anticléricales. On sait tous que Tédé Bouchard était un anticlérical, même s'il allait à la messe tous les matins chez les Dominicains, à la chapelle des Dominicains. Il se cachait pour entrer à l'église, il se cachait pour sortir de l'église. De la chapelle des Dominicains. Ça, c'est une anecdote. C'est une belle anecdote. C'est une belle anecdote et elle a été dit à maintes reprises. Entre autres, Yves Michaud, qui était rédacteur en chef du Clairon, l'a mentionné fréquemment que Tédé Bouchard était peut-être un anticlérical, mais allait à la messe à tous les jours. Ceci dit, nécessairement, le Clairon est rouge et très libéral. Donc, c'est pour ça que le courrier, indirectement, aboutit un peu dans les mains de l'évêché pour avoir un journal qui fait le contrepoids au Clairon à l'époque, dans la région de Saint-Hyacinthe. Et comme mentionné un petit peu plus tôt, André, donc mon grand-père a des visites politiques et c'est la raison de l'acquisition du courrier de Saint-Hyacinthe, c'était pour aider à sa future carrière politique. OK. Puis à cette époque-là, quand ton grand-père devient
le partenaire et ensuite le propriétaire à 100%. Propriétaire. Est-ce que c'était Harry Bernard qui était... Oui, exactement. Harry Bernard rentre au Courrier de Saint-Hyacinthe. Pas l'éditeur, mais Non, il était actionnaire aussi du Courrier de Saint-Hyacinthe, Harry Bernard. Il était le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef et l'éditorialiste. Il est rentré en 1923. De 1923 à 1970. C'est quand même une longue carrière. On peut le dire, là, Harry Bernard a écrit l'histoire de Saint-Hyacinthe de 1923 à 1970. Un grand pan de l'histoire. 47 ans, c'est une vie, là. C'est une vie à écrire, puis une plume incroyable. Parce que Harry Bernard était un écrivain aussi. Oui, il est un écrivain, un grand romancier, un des plus grands romanciers que le Québec a connu. A gagné le prix Oliver Asselin, plusieurs prix, autant canadiens que québécois, grâce à ses romans. Il a écrit, je pense, tout près de entre 12 et 15 romans, si je ne me trompe pas, qui ont quand même pas mal de succès. Mais aujourd'hui, il reste un écrivain un peu méconnu du Québec. C'est un peu dommage, parce qu'il a écrit des œuvres incroyables. C'était aussi un botaniste. C'était un grand botaniste que le Québec a connu. Il a écrit beaucoup sur la Mauricie, sur la flore de la Haute-Mauricie. Oui, c'est ça, oui. Alors, un grand intellectuel que le Québec a connu. Donc, ton grand-père est là. Oui. Ton grand-père était député. Oui. Alors, mon grand-père se présente en 1944 pour l'Union nationale à Saint-Hyacinthe et il gagne. Et il devient député de la circonscription de Saint-Hyacinthe. Et à Québec. Et c'est ça, au provincial, à l'Assemblée nationale à Québec. Et il faut croire qu'à l'époque, avoir ton journal quand tu étais député était comme une chose qui pouvait être acquise. Il faut se souvenir aussi que l'Union nationale avait son propre journal, aussi le Montréal Matin, qui était l'organe d'information de l'Union nationale, tout comme le Parti libéral provincial avait le devoir un peu comme diffuseur ou influenceur. Le PQ avait lancé Le Jour. Oui, ça plus tard, dans les années 70. Oui. Jacques Parizeau avait lancé Le Jour. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu révolu, là, ce type de médias-là attaché à un parti politique, là. Tout ça, c'est dépolitisé avec la Révolution tranquille, milieu des années 60, début des années 70. Puis la Révolution tranquille, on va la vivre avec ton père, Denis. Oui, exactement. Alors, mon grand-père, il est éditeur du Courrier de Saint-Hyacinthe, mais ça ne se mêle très rarement des opérations. Il a son commerce de bois et de charbon. C'est Harry Bernard. C'est Harry Bernard qui opère la gestion de l'ensemble du Courrier de Saint-Hyacinthe. Et mon grand-père aussi a son métier de député. Alors, quand même, il est assez prolifique et on le voit partout à Saint-Hyacinthe dans ces années-là. Et mon père prend la relève suite au décès, parce que mon grand-père est décédé subitement d'un infarctus en 1954. Puis quand il est décédé, ton père, est-ce qu'il était prêt à assumer cette Oui, il y avait une formation? Il y avait une formation. Il était en train de faire à l'époque, on appelait ça sa licence commerciale, aux études commerciales à Montréal. Et il lui reste une année après le décès de mon père. Alors, non, ça veut dire qu'il lui reste 3 ans, je me trompe. Alors, il commence sa licence commerciale au décès de mon grand-père. Il revient 3 ans après travailler à Saint-Hyacinthe comme comptable au Courrier de Saint-Hyacinthe, accompagné de son frère Gilles Chartier, qui, à l'époque, a pris la relève au décès. La relève le temps qu'il C'est ça. C'est ça. Enfin, ils ont travaillé ensemble pendant, je pourrais dire, une dizaine d'années. Et mon oncle Gilles Chartier, lui, avait repris le commerce d'huile et de charbon de mon grand-père à Saint-Hyacinthe, puis il était aussi investisseur. Mon oncle Gilles, dans la radio, il avait acheté des parts dans CKBS. Okay. Et aussi était un des membres fondateurs du câble 4 à l'époque, avec Lucien Caron et Jean-Marie Lorange. Ils étaient 4-5 investisseurs. Les mêmes actionnaires de CKBS avaient investi dans le câble. Mais on reste toujours dans le média. Et on reste toujours dans le média. Et aussi, il y avait Roger Duceppe qui était présent à l'époque. Mais là, on peut comprendre qu'à l'époque, dans les années 60, la famille Chartier, quand même, amène un peu large dans le domaine des médias. Parce que avec mon père et mon oncle Gilles, la famille est propriétaire de la radio, de la câbleau-distribution et des journaux. Par contre, le Clairon ne fait pas encore partie du giron là, du Courrier. Encore. Puis ton père, moi j'ai entendu dire que ton père il étudiait là, au HEC, qui était peut-être pas affilié à l'Université de Montréal encore. Qui est une école indépendante sur la rue Vigée. Ton père aurait voulu faire un ingénieur. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est une anecdote? Non, l'anecdote, c'est que mon grand-père a voulu que mon père fasse son génie, mais mon père voulait toujours faire sa licence commerciale. Alors, pour écouter
pour écouter les demandes de mon grand-père, s'est inscrit à la Polytechnique de Montréal, a fait sa première année en génie, mais à son décès, a décidé de changer ses études pour aller en licence, pour aller en commerce au HEC et faire ses 3 années au HEC. Okay, et c'est ça qui l'intéresse plus que le génie. La mort du grand-père, de ton grand-père a permis à ton père de changer son orientation à l'école, c'est correct. C'est correct comme ça. Et donc, ton père est parce que moi, jeune homme, là, ouais. Alors, mon père prend la relève. Mon père prend la relève de mon grand-père avec mon oncle Gilles. Et en 1970, mon père acquiert la plupart des actions du Courrier de Saint-Hyacinthe et opère le Courrier à titre d'actionnaire de contrôle. Et là, début des années 70, André, là, la vie des médias change parce que là, il y a l'arrivée de la publicité. Mais je pourrais dire que la publicité voit le jour à peu près dans les années 60 au Québec. Là. Avec la Révolution tranquille, la publicité prend beaucoup d'ampleur. Et fin des années 60, début des années 70, Jacques Bouchard écrit son livre « Les 36 cordes sensibles des Québécois ». Alors là, les agences de publicité voient le jour. Et autre anecdote, Jacques Bouchard, qui est le fondateur de BCB, l'agence de marketing, était le neveu de Tédé Bouchard à Saint-Hyacinthe. Alors, donc, tout ça pour mentionner aux téléspectateurs que la publicité là, devient importante dans la vie des Québécois, là, fin des années 60, début des années 70. Et là, ça devient une business rentable, parce que là, il y a un afflux de publicité, un nombre de pages qui augmente beaucoup. Là, on a Pierre Bornet qui prend la relève d'Harry Bernard en 1968. De 68 à 70, Pierre travaille en étroite collaboration avec Harry. Et Harry Bernard tire sa révérence en 70. Pierre devient le rédacteur en chef du Courrier pendant près de 30 ans par la suite. Et là, on voit qu'il y a une amplitude qui est importante. Les journaux prennent beaucoup d'importance, beaucoup de publicité, beaucoup de pages. Alors, ça nous prend des journalistes pour suffire au nombre de pages. Et là arrive 72 où mon père fait l'acquisition du Clairon de Saint-Hyacinthe, qui est un journal qui allait très bien, mais avec l'arrivée du PQ et ainsi de suite, différents propriétaires, Yves Michaud quitte le Clairon, qui est un très grand rédacteur en chef pour le Clairon. Yves Michaud avait fait ses études, entre autres, en Belgique. Il est allé étudier comment la tendance dans les médias écrits sur la planète. Il avait passé près de 2 ans, je crois, en Belgique pour étudier quel était l'avenir dans la tendance des journaux. Il l'a appliqué au Clairon à son retour. C'était un très beau succès. Et puis, c'était une forte compétition. Le Courrier et le Clairon a toujours été une forte compétition, même en 1930, 40, 50, là, surtout quand le Parti libéral et l'Union nationale s'affrontaient. Là, il pouvait avoir des relances de rédacteurs en chef sur le même sujet pendant 8 semaines. D'ailleurs, c'est dans les livres d'histoire du Québec. Moi, j'ai lu la vie de Tédé Bouchard, là, puis sa biographie, là, puis écrit par un chirurgien de Montréal, dont j'oublie le nom. Là, d'accord. Mais il parle beaucoup là, du débat qui existe entre Harry Bernard et Tédé Bouchard. Oui, ça c'est sûr. C'est sur la place publique. C'est reconnu, c'est documenté, c'est archivé. Dans les livres d'histoire du Québec, on le voit. Et le livre que tu fais référence, c'est le Diable de Saint-Hyacinthe. Oui, le Diable de Saint-Hyacinthe. De Saint-Hyacinthe Devil, donc, qui a été écrit en anglais et traduit, qui est un très bon livre sur les vies de Tédé Bouchard. Et oui, c'est documenté. Et là, là arrive un clash en 70, le Courrier achète le Clairon. Alors, bon. Et aujourd'hui, le Clairon est toujours publié. On a fêté en 2014 les 100 ans du Clairon. Pour avoir connu le Clairon comme un compétiteur du Courrier, jamais je vais prétendre que le Clairon est aussi bon que le Courrier, parce que moi, j'ai un faible Courrier, mais il était quand même un compétiteur qui nous donnait de la nouvelle et qui avait un éditorial, tout ça. Et à partir de votre acquisition, il devient comme un journal de service. Oui, exactement. Un journal communautaire où il y a des distributions gratuites porte à porte. Parce que là arrive aussi dans les médias la disparition des hebdomadaires vendus à travers le Québec.
Sauf que le courrier a toujours tenu le flambeau très haut. Il reste que 3 hebdos vendus au Québec, entre autres le Canada français à Saint-Jean, le Courrier de Saint-Hyacinthe et la Sentinelle de Rouyn-Noranda. Alors, ces 3 journaux-là restent des vendus et le Clairon, lui, est à distribution gratuite. Et là arrive, 70, 80, 90, c'est des années franchement très florissantes. 2000 aussi, pour les médias écrits, beaucoup de publicité, une forte influence dans la communauté, un point de rassemblement aussi pour la communauté. Le Courrier, on ne l'a pas mentionné en début d'émission, mais ça reste que c'est le doyen de la presse française en Amérique du Nord. Alors, c'est le plus vieux journal encore existant, publié de langue française en Amérique du Nord. Alors, c'est quand même quelque chose. Non, mais c'est un objet de fierté. Exactement, moi, pour la ville de Saint-Hyacinthe. Je fais des tours historiques de ville et mon plus grand plaisir, c'est de passer près du Courrier puis de montrer l'édifice. Qu'on est à la même adresse depuis 120 ans. Tu sais, à l'époque, on avait toujours le côté conservateur, le côté libéral, mais là, vous êtes devenu un journal généraliste. Neutre généraliste. Et ça va avec, comme j'expliquais auparavant, André, ça va avec la Révolution tranquille en 1970 où tous les journaux se dépolitisent au Québec. Il n'y a plus de journaux associés à un parti politique ou à une couleur de parti politique début des années 70 ou milieu des années 70. Alors le Courrier tombe dans cette vague-là aussi et devient un journal généraliste où l'opinion de tout le monde est traduite très humblement dans les pages du journal. Moi, je trouve qu'on est devenu l'informateur régional. Exactement, exactement. Et comme je t'expliquais, là, tout va très bien, mais là arrive 2010, je pourrais dire peut-être 2014, où là arrivent les réseaux sociaux et l'Internet. Moins l'Internet, mais surtout les réseaux sociaux. Ça vient jouer dans la publicité. Oui, là, carrément, on affronte une tempête, un ouragan, là. Et ça touche pas juste les journaux, ça touche tous les médias traditionnels de la planète. Là. Tous les médias traditionnels dans la planète où il y a une démocratie, on s'entend. Ouais. Parce que où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de médias. Là. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a une dictature qui dit quoi dire. Exactement. Alors, dans les médias, dans les pays où il y a une démocratie, les médias traditionnels, présentement, vivent des moments extrêmement durs. OK. Mais là, parlons de ton arrivée. Moi j'arrive. Mon père décède subitement, pas subitement, mais décède lui aussi assez jeune, à l'âge de mon grand-père, presque à l'âge de mon grand-père, un petit peu plus jeune. Mon père décède à 58 ans. En 1990. Alors moi, je suis comme à l'époque à mon père, dans les années 50, je suis encore aux études. Alors je termine mes études et je viens travailler au Courrier de Saint-Hyacinthe 2 ans après. Donc quand j'arrive au Courrier en 1992, à temps plein. Et les 2 ans, là, mon père avait eu le temps un peu de préparer ces choses et il avait mandaté des fiduciaires pour m'aider à prendre la relève de l'entreprise, ce que j'ai fait en 92, mais j'ai pas pris entièrement la relève en 92. J'ai eu des gestionnaires qui m'ont vraiment aidé jusque, je pourrais dire, en 1997. C'est pendant 5 ans. Alors, de 92 à 97, j'étais vice-président d'entreprise. C'est là que j'ai appris mon métier d'éditeur. Et en mai 97, c'est là que je suis devenu président de l'entreprise. Mais ce que je trouve de particulier chez toi, c'est que tu connais le software de ton entreprise, mais tu connais aussi le hardware. Oui. Tu as passé des étés. Oui, j'ai eu des jobs d'été à apprendre à comment opérer. Parce qu'à l'époque, encore aujourd'hui, là, on est sur du papier, on est imprimé sur du papier. Alors, moi, je devais quand même comprendre comment fonctionnait une presse et ainsi de suite. Alors, j'ai passé 2 étés à travailler à l'usine transcontinentale qui est située à Saint-Hyacinthe, au coin de Choquette et Casavant, que mon père a fondé en 1976 exactement. Parce que faut comprendre que le Courrier, le Clairon et ainsi de suite était imprimé au centre-ville jusqu'en 1976. Mais là, les locaux étaient trop petits. La business devenait beaucoup plus grosse. Ça prenait des gros équipements. Et mon père a acquis un terrain au coin de Choquette et Casavant, qui était le premier terrain à être vendu dans le nouveau parc industriel de Saint-Hyacinthe.
Et alors, mon père a été très visionnaire sur ce point-là. Il avait vraiment défini le parc industriel avec son ami Guy Desrosiers, qui était à l'époque commissaire industriel, ouais. et son grand ami Guy Desrosiers. Et, il a acquis le premier terrain à vendre par la ville de Saint-Hyacinthe. Et là, bon, il a construit une imprimerie dessus. C'est devenu une très grosse imprimerie. Il l'a vendu à l'époque Transcontinental, qui venait juste de voir le jour, fondé par Rémi Marcoux, un des grands entrepreneurs du Québec Inc. Du Québec aujourd'hui. Alors moi, j'ai travaillé 2 étés là dans cette imprimerie-là. Alors, j'ai appris comment pouvait fonctionner une presse. Alors le hardware, oui, je l'ai connu. C'est un atout précieux. Oui, c'est un atout précieux. C'était un atout précieux pendant bien des années, mais aujourd'hui, c'est sûr que le volet papier est quand même mis à rude épreuve avec le web et l'Internet. Okay. Donc, actuellement, les journaux comme tels, ton journal, il est lu. Il y a une bonne... Très bon taux. On n'a jamais eu un taux d'audience aussi élevé depuis les dernières années, autant sur le web que notre version papier. On va chercher un taux de lectorat extrêmement élevé. C'est quand même extrêmement surprenant parce que les gens nous disent « Ah, ben là, les gens ne lisent plus les journaux, sauf que les gens nous lisent sur Internet. » C'est ça qui est la différence. Mais je pense que c'est l'aspect positif. Oui, c'est l'aspect très, très positif. Je dirais de ta mission, parce que moi, les charretiers, en quelque part, c'est... Il y a beau la question de rentabilité, on a beau parler de la question de politique, etc. Mais vous êtes des missionnaires, vous êtes des passionnés. Tu as raison, André. Vous avez cette implication-là, vous l'avez à cœur, votre journal. Nous, on l'a à cœur depuis 3 générations et nécessairement, le but, c'est d'écrire l'histoire de la ville de Saint-Hyacinthe semaine après semaine. Mais moi, pour être son histoire, je sais que vous êtes un incontournable. Ben oui, puis, donc, vous êtes de plus en plus populaire, mais de moins en moins rentable. Oui, dû à la publicité qui prend le chemin des grands réseaux sociaux et des GAFA de ce monde-là. Alors, pour nous, c'est un défi pour le courrier, mais c'est un défi pour tous les médias traditionnels de la planète, comme je mentionnais. Donc, depuis à peu près 85 ans, les charretiers sont à la tête du journal. Oui. Est-ce que tu as peur un peu pour l'avenir d'un journal comme Oui, oui, j'ai peur du fait que je considère, et je le répète à toutes les tribunes que j'ai accès, mais je vais le répéter ici aujourd'hui, mais je pense que la population est très consciente, mais c'est que présentement, on vit un vide, on vit une zone grise où les géants américains s'accaparent de la publicité des médias canadiens et tout cet argent-là est bifurqué vers ces grands géants du web, de la planète, et ça met en péril énormément de jobs au Québec et au Canada, et ça met en péril aussi et surtout notre culture. Parce que les médias, que ce soit TV, radio, journaux et même web, les médias du Canada et du Québec et des autres provinces du Canada jouent un rôle important pour soutenir notre culture, puis soutenir notre différence qu'on a avec, si on veut, les Américains ou ainsi de suite. Donc, et là, présentement, on est vraiment là, dans un cul-de-sac face à ça. Mais je crois que les gouvernements je pense que les gouvernements devront s'y pencher de plus près parce que... Ils se penchent présentement. Ils se penchent parce que vous êtes très important au niveau culturel, au niveau, que ce soit au niveau sportif, au niveau local, au niveau communautaire. Mais aussi, vous êtes les gardiens de la démocratie. Entre autres. Entre autres, et ça, c'est important, là. Et sans médias libres, pas de démocratie. Non, c'est sans journalisme et sans journalistes et sans journalisme, il n'y a pas de démocratie, André. Alors, je me permets, puis je te remercie de la tribune que tu me donnes aujourd'hui. Je le répète, c'est la base d'un fonctionnement d'une démocratie libre. Et là, on parle de moins en moins de journalistes qui ont des jobs aujourd'hui, de plus en plus de journaux qui ferment, de plus en plus de stations de télévision qui en arrachent, de plus en plus de quotidiens qui ont de la difficulté, de plus en plus de journalistes qui sont mis à pied. Alors, il y aura une solution à trouver. Il y aura des paradigmes nouveaux, c'est certain, mais de s'y pencher tout de suite, puis d'avoir une tribune pour pouvoir le dire. Puis là, si je pense à la relève, là,
Benoît, début cinquantaine. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai 3 belles filles. J'en ai une qui est dans sa 3e année de médecine. J'ai ma 2e qui débute son droit cette année. Alors, et ma 3e peut-être prendra la relève, ou ma 2e prendra la relève, ou ma première aussi, même si elle a fait sa médecine, on verra. Mais j'aimerais avoir une 4e génération au sein du Courrier de Saint-Hyacinthe, 4e génération de la famille Chartier. Mais ça reste à voir, parce qu'on a quand même beaucoup de défis à relever, mais on les prend à la fois. Il faut toujours garder le souci qu'il y a une passion, il y a un devoir patrimonial. Le courrier est devenu patrimonial. Oui, carrément. Et vous avez cette passion-là, vous avez cet amour de ce journal-là et de transmettre de la bonne information à Saint-Hyacinthe. Exactement. Mais à quelque part, si on prend une de tes filles qui s'en va là, il faut qu'elle gagne sa vie aussi. Là. Oui, exactement. Tu as entièrement raison. C'est dans ce sens-là. Et c'est là que les gouvernements doivent entrer et changer le paradigme qui nous permet... Et les gouvernements, je te dirais, présentement, se penchent là-dessus ardemment. Okay. Mais c'est pas facile à régler comme problème, mais ils sont extrêmement conscientisés, autant fédéral que provincial, sur l'aide aux médias. C'est la fameuse aide aux médias, là, qui est le terme, très important. Bon, il y a des partis fédéraux qui n'y croient pas à l'aide aux médias. Je déplore ça, parce que je pense que la liberté de presse, même s'il y a un gouvernement qui aide un média, il y aura un mur de Chine qui va empêcher toute influence. Il y a certains partis, parti fédéral qui doutent de ça, mais moi, je pense qu'une salle de rédaction a une intelligence assez élevée pour être capable de s'opposer à toute ingérence politique, même si le chèque d'aide vient d'un des 2 paliers du gouvernement. Tu comprends, André? Mais j'aimerais terminer parce qu'on pourrait passer encore 1 heure à parler. 2 heures. OK, j'ai aucun problème de rester avec toi ici, mais... On pourrait faire 2 émissions. En terminant, là, dans 15 ans, ça fera 100 ans que ou à peu près que les Chartiers possèdent le courrier. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelque chose? Honnêtement, j'y rêve d'abord que les Chartiers soient encore propriétaires du Courrier de Saint-Hyacinthe dans 15 ans, qui ferait effectivement 100 ans d'opération. Mais bon, non, on n'a pas encore... 15 ans, c'est vite passé, tu vas me dire, là, mais je suis pas encore rendu là, mais je vais y travailler pour, à tout le moins, qu'on soit encore présent dans 15 ans. Ça, c'est la chose que je peux... que les Chartiers soient encore présents dans 15 ans. C'est la chose que je peux te dire aujourd'hui, André. Bien, merci beaucoup, puis... on va terminer là-dessus, mais du fond du cœur, je te remercie de tenir haut le flambeau du courrier qui est un incontournable pour nous, les Mascoutins. Puis je te remercie beaucoup, puis merci de ta présence. Merci, André, de l'invitation, c'est apprécié.